BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, c'est Jean-Claude Mailly, le leader de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, merci d'être avec nous parce qu'une journée, je veux dire une semaine et des mois sans doute extrêmement chargés avec cette réforme du Code du travail. Il y a cette réunion ce soir, cette intersyndicale à la CGT, mais je crois que vous n'y allez pas. Hein. C'est pas les secrétaires généraux qui y seront, mais FO sera présent. Et pourquoi les secrétaires généraux n'y vont pas? Ça aurait pu être un signal fort ou c'est trop tôt justement? Non, mais c'est assez rare que les réunions de ce type se fassent avec l'ensemble des secrétaires généraux. Moi, j'en ai connu une comme ça. C'était au moment du CPE, donc en 2006. Oui. Mais sinon, on n'est pas tout seul dans les organisations. Donc il y a des responsables. On n'est pas encore en 2006. Pas encore. Attendons de voir un peu. Oui. Cela dit, est-ce que vous appartenez au 19e siècle, vous les syndicats et vous peut-être Force Ouvrière? En tous les cas, Manuel Valls, c'est ce qu'il a dit ce matin. Hein, il a dit ceux qui ne veulent pas ce texte appartiennent au 19e siècle. Moi, je prépare la France au 21e siècle. Je crois que pour Manuel Valls, le 21e siècle sera libéral ou pas. Voilà, c'est la réponse que je lui fais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, ce sont des mots, faut tout. Si on ne change rien, c'est la catastrophe. Mais qui me dit qu'il ne faut pas changer? Mais changer pour quoi faire? Si c'est changer pour retirer des droits, enfin, c'est une inversion. Je parle pas du Code du travail. Selon le Code du travail, il y a des trucs qui nous conviennent pas non plus, nous. Mais d'une conception du droit du travail qui a été fait jusque maintenant pour essayer de protéger à minima les salariés contre toute une série de choses. Là, la philosophie du texte, c'est on sécurise les employeurs et on fragilise les salariés. Quand vous regardez même sur le site officiel, ils ont bien du mal à trouver quelque chose de positif pour les salariés. On dit toujours que les syndicats, vous défendez en l'occurrence les salariés, vous ne défendez pas les chômeurs. Lorsque vous voyez les chiffres, tous les indicateurs sont au rouge, vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous regardez les négociations UNEDIC, s'ils sont complètement... Attendez, ça démarre. Oui. Non, mais les chiffres sont là, vous voyez le déficit de l'UNEDIC, vous voyez le déficit annuel de l'UNEDIC, les économies qu'il faut trouver d'ici là, ou le nombre de chômeurs surtout. Mais moi je peux vous donner, Edwige Chevrillon, une série d'économies potentielles que l'on propose et que l'on va proposer qui ne touchent pas aux droits des chômeurs. On en a toute une série, je vous en donne une seule, tenez. Avant que Pôle emploi existe, il y avait ce qu'on appelait les ACEDIC. Ouais. Nous consacrions... on consacrait à peu près 7% du montant global des cotisations pour le fonctionnement global du système. Quand on est passé à Pôle emploi, sur décision de l'État, je rappelle que nous, on était opposés à l'époque, et je pense qu'on avait raison, les faits le montrent, on nous a imposé de passer de 7 à 10%. Ça veut dire que chaque année, l'UNEDIC en tant que tel, donc les cotisations des salariés et des employeurs, on donne 1 milliard de plus à Pôle emploi, à la place de l'État. Il y a des problèmes avec les frontaliers, etc. On peut trouver des économies qui ne remettent pas en cause les droits des chômeurs. Maintenant, quand vous avez un chômage qui explose, je crois que la bonne question qu'il faut se poser, c'est que tout ce qui a été entrepris depuis 3 ans, ça n'a pas marché. Oui. Or, c'est quoi la logique globale? Donc c'est un échec de la politique sociale. Ah bah oui, écoutez, c'est pas être sorti de Polytechnique pour comprendre que c'est un échec. Le chômage, il continue d'être là. Donc il y a une logique de politique économique qu'il faut remettre en cause. Et là, on est, depuis quelque temps, depuis le pacte de responsabilité, on est dans une logique de va-tout libéral qui s'accentue, parce que cette loi... Enfin... Peut-être que la France, justement, elle a besoin, on ne peut pas dire que la France soit un pays libéral. Elle a peut-être besoin de se désenclaver, de bouger. On est dans une forme d'immobilisme, non, quand même. Enfin, bouger pour bouger, ça s'appelle le bougisme, ça sert à rien. Moi, je veux bien l'Allemagne, ça s'appelle d'autres pays. Oui, bon, l'Allemagne, enfin, attendez, on a déjà parlé de ça, mais l'Allemagne, c'est pas si brillant que ça. Moi, quand je discute avec mes amis allemands, et je les discute avec eux de manière régulière, il y a même, je crois, prochainement une interview du leader allemand qui va sortir dans un journal français, c'est pas si brillant que ça en Allemagne. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire un peu ce qu'a fait Gerhard Schröder, et Peter Hartz avec ses réformes? Bah oui, mais les syndicats allemands, ils l'ont pas apprécié, ils l'apprécient toujours pas. Où ils font maintenant... Non. Ils reconnaissent que des efforts ont été faits. Ah bah oui, des efforts ont été faits, oui, mais c'est pas ce qu'ils demandaient. C'est toujours pas ce qu'ils demandaient. 4,5% de chômage. Oui, mais il y a combien de mini-jobs, il y a combien... On peut pas... Puis c'est quoi la démographie de l'Allemagne? Si vous avez une démographie déclinante, la situation du chômage n'est pas du tout la même. Là, il s'inspire pas de Gerhard Schröder, il s'inspire de Rajoy, le Premier ministre espagnol, enfin qui l'est encore pour je sais pas combien de temps. Est-ce que Myriam El Khomri a dénoncé ce matin une confusion orchestrée? Est-ce que vous orchestrez cette confusion autour de ce projet de code du travail en disant... Du reste, ils ont même publié un petit opus où il faut toutes les contre-vérités qui sont dites sur cette loi. J'ai cherché à voir les points positifs pour le gouvernement, j'en trouve pas beaucoup. Le droit à la déconnexion, il y a 2 lignes. Le CPA, c'est nous qui avons commencé à discuter, on ne sait pas encore trop comment le gouvernement va prendre les choses. Non, il faut arrêter de dire que... elle cite 2 exemples, Myriam El Khomri. Elle cite, dans mon projet de loi, il n'y a pas les 60 heures. Acte.
Moi, j'ai jamais dit qu'il y avait les 60 heures. Je rappelle que dans l'avant-projet de loi, ça y était quand même. Bon, elle l'a retiré. Hein. Deuxièmement, sur les astreintes. Moi, j'ai fait travailler le service juridique de Force ouvrière. C'est pas clair sur les astreintes aujourd'hui, tel qu'il est écrit le projet de loi. On se demande si ça va être retenu comme du travail effectif ou pas. C'est pas aussi clair que ça. C'est les deux exemples dont elle a parlé. Est-ce que ça veut dire en vous écoutant, pour vous, vous avez dit aussi que ce texte n'était pas amendable. Ça veut dire que pour vous, il n'est même pas question de prendre comme base de discussion ce projet de loi. Mais il y a les problèmes dont on parle. Les licenciements économiques. Moi, je pense même que, il y a quand même des trucs curieux. Je suis pas né de la dernière pluie. 3 jours avant la sortie du texte, quand je pose la question, on dit est-ce que vous allez modifier les règles du licenciement économique? Réponse non. 3 jours après, ça y est. Alors, et comme s'ils voulaient mettre ça. Est-ce que c'est modifier considérablement les lois? Parce que là, c'est juste définir, donner la définition de ce que c'est un licenciement économique. Non, ça va plus loin. Non. Ce que le gouvernement dit, c'est on sécurise les arrêts de jurisprudence de la Cour de casse. Bah, ça, c'est plutôt une bonne idée, non? Ils en sécurisent 2. Par contre, il modifie la jurisprudence de la Cour de cassation. Par exemple, aujourd'hui, quand une entreprise veut fermer un établissement en France et qu'elle a, dans le même secteur d'activité, d'autres établissements du même type à l'étranger, on regarde la situation globale du groupe pour voir si ça peut justifier ou pas un licenciement économique. Là, on ne regardera plus la situation du groupe. Oui, mais ça, c'est contre. Oui, mais on fait le vrai faux, Jean-Claude Maillet. C'est cet exemple que demande le patron et la FEB depuis très longtemps. Oui, non, mais c'était cette filiale de General Electric, petite filiale, je crois en Côte d'Or ou je ne sais plus où. Il fallait demander les comptes globaux de General Electric. Moi, je trouve ça normal. Attendez, quand vous avez Sanofi, quand vous avez Sanofi qui affiche 5-6 milliards d'euros de bénéfices, qui décide de supprimer 600 emplois, à ce moment-là, vous délocalisez tout, puis c'est réglé. Hein. Donc, il faut bien comprendre que cette disposition-là. Qui l'a figurait déjà dans la loi Macron, cette disposition, ça figurait déjà dans la loi Macron. Hein. Il y avait des éléments qui figuraient, mais là, il renforce. Donc, je veux dire par là, il modifie la jurisprudence de la Cour de cassation. Bon, mais ils ne devaient pas le faire, ils le font. Alors, moi, quand je dis je ne suis pas tombé la dernière pluie, est-ce qu'ils font ça? Tiens, on rajoute un truc qui va faire chiffon rouge, on le retirera, puis on passera tout le reste. Vous savez, on sait ce que c'est ce genre de truc. Je ne marche pas, parce que quand on regarde l'ensemble du texte, vous savez, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. En matière de médecine du travail, par exemple, en matière sur l'histoire des heures supplémentaires. Moi, je vais prendre un exemple très simple. C'est quoi le temps de travail effectif? 39 heures aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui sont à 39 heures, ils ont 4 heures sup par semaine. Quelqu'un qui est au SMIC, qui demain n'aura plus vraisemblablement ses premières heures supplémentaires payées à 25%, mais à 10%. Il va perdre 20 euros par mois. Voilà. Et quand on gagne 1143 euros, 20 euros, c'est pas rien. Voilà, ça, c'est une conséquence directe de ce que fait le gouvernement en matière d'heures supplémentaires. Mais si ça permet à ce SMICard d'être embauché. Non, mais là, il travaille, hein. Non, là, il travaille, celui dont je parle, il travaille, là, il travaille, celui dont je parle. Hein, vous savez que c'est difficile de refuser des heures supplémentaires. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question, après c'est Guillaume Paul, est-ce que ce texte, pour vous, il est négociable? Je vois pas. C'est ça ma question. Non, je ne le vois pas, parce qu'il y a l'histoire des prud'hommes, il y a l'histoire des heures supplémentaires, il y a l'histoire de la durée du travail, il y a l'histoire de la médecine du travail, il y a l'histoire du référendum. Ça fait déjà pas mal, et il y en a encore d'autres, qui ne sont des problèmes que nous soulevons progressivement. Donc on ne change rien, Guillaume Paul. Non, c'est pas qu'on ne change rien. On fait des changements qui ont un sens. On ne fait pas des changements qui sont dans une logique autoritaire libérale. Mais sur la définition du licenciement économique, quel point dont on parle, entre autres, pas mal. Si je vous demandais en 1 minute de battre en brèche l'argument du patronat depuis des années, qui est de dire c'est la peur d'embaucher qui freine Alors, voilà. C'est ça, oui, ça j'ai déjà dit, mais qu'ils aillent voir des psychologues s'ils ont un problème, bon. Mais que les organisations patronales fassent leur boulot, que les organisations patronales fassent leur boulot. Alors maintenant, imaginez que ça marche, que la loi en question, elle débloque psychologiquement le patronat. Et ça va se faire du jour au lendemain? Ça va se faire du jour au lendemain? Non, mais il n'y a pas l'idée. Il y a un temps économique, vous le savez aussi bien que nous, Jean-Claude Maillet. Mais moi, je voudrais qu'on m'explique quand même. Dans 1 an, 2 ans, on arrive à faire créer des postes. Non, mais attendez, comment? Puis regardez ce que disent les employeurs, et je ne parle pas du CAC 40, regardez la plupart des TPE, PME, etc. Ils parlent d'abord d'un problème de carnet de commandes, bon, quand ils ont ces difficultés. Et parallèlement à ça, on va développer ce que veut faire M. Macron, faire sauter les seuils en matière d'auto-entrepreneurs, etc., ce qui va flinguer les entreprises artisanales. Enfin, faut être sérieux. Moi, je ne crois pas un seul instant, et j'attends qu'on me le démontre statistique à l'appui, que de fragiliser la situation des salariés, de faciliter les licenciements, ça crée des emplois. Je n'y crois pas un seul instant. Qu'est-ce que vous proposez pour les chômeurs? Mais attendez, les chômeurs, d'abord, il y a un changement global. Comment faire qu'ils reviennent sur le marché du travail, qu'il y ait de la formation. D'abord, qu'il y ait des créations d'emplois. Donc il y a une logique économique qui nous amène à avoir plus de croissance. Vous avez vu un grand journal du soir hier qui titre qui fait un article en expliquant que l'investissement public a chuté de 22% en 3 ans.
quand on fait tomber de 80 milliards à 67 milliards l'investissement public, vous ne pensez pas que c'est des conséquences sur l'emploi, y compris dans le privé? Mais c'est parce que justement, on est dans une machine folle où en fait on ne fait qu'augmenter les dépenses publiques, on ne fait pas de réforme. Donc il y a un moment, si vous voulez, on ne peut plus dépenser. Mais non, il n'y a plus d'investissement public. Prenez l'UNEDIC. Mais prenez l'UNEDIC. Les collectivités locales. Moins de cotisations, parce que moins de cotisations, puisque plus de chômage. Et en même temps, plus de prestations. Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour voir que ça se traduit par un déficit. Alors on regarde calmement les problèmes. On va dire, tiens, il faut qu'on recule l'âge auquel les seniors peuvent avoir droit à 3 ans au maximum de prestations. On oublie de dire que 66% d'entre eux ne vont pas jusqu'au bout de leur durée d'indemnisation, c'est-à-dire qu'ils retrouvent du boulot. Par contre, chez les plus de 50 ans, il y en a un tiers qui vont jusqu'au bout. Ça veut dire qu'ils ne retrouvent pas de boulot. Qu'est-ce qu'ils veulent, le gouvernement? Leur dire à ces gens-là, moi j'attends qu'ils leur disent en face. Allez, écoutez-vous, on a le problème dessous, on arrête. Donc vous toucherez plus d'allocation chômage, vous ne trouvez pas de boulot et vous vivrez avec les allocations. Est-ce que c'est pas quand même, on n'arrive pas au bout du système de ce fameux paritarisme? Non, ça n'a rien à voir. D'abord, je vous certains disent justement, à la limite, et l'État dit, si du reste il n'y a pas d'accord, on prendra nos responsabilités. Il n'invente rien, c'est dans le code du travail. Oui. Il n'invente rien, c'est dans le code du travail. Oui, en même temps, il n'a pas envie de se confronter aux problèmes. Attendez, il aimerait bien que les problèmes soient réglés sans qu'il ait à s'en mêler. C'est quand même ça aussi la réalité. Cette réforme, elle n'est pas complètement percutée par la je signale que Pôle emploi, c'est plus du paritarisme. Qui pilote Pôle emploi? L'État. Pôle emploi, c'est l'État qui pilote. Nous, on négocie juste. À la demande des pouvoirs publics, depuis des années, on négocie les conventions d'assurance chômage. Donc les règles. Mais une fois après, qui gère? C'est pas nous qui gérons, c'est l'État qui gère. Avec Pôle emploi, c'est plus du syndicat. C'est plus du paritarisme. Donc on est déjà plus dans du paritarisme. Oui, mais ça, depuis Pôle emploi, une forme d'hypocrisie, ou à la limite, c'est une forme de financement pour les syndicats, quels qu'ils soient. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on le maintient ou pas? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, tout à l'heure, les chiffres, j'entendais sur votre antenne, on parlait de financement, le 0,16. D'abord, c'est pas 0,16, c'est 0,016. Ça fait quand même... Oui, ça fait une petite différence. Oui, mais ça ne change rien. C'est le système qui change, mais sur le global, ça ne change pas grand-chose. Sur le chèque syndical proposé par Louis Gallois, vous êtes grande figure de la gauche aussi. Est-ce que vous êtes favorable? Louis Gallois, grande figure de la gauche. Bon, ça peut se discuter. Mais bon, mais ceci étant, vous allez pour l'économie, il y a Robert Badinter pour le Club du travail, il y a Louis Gallois pour l'économie. Et il y a les statuts. Bon, voilà. Alors les statuts, parfois ça vieillit aussi. Bon, tout ce que je veux dire, tout simplement, allez demander au patron d'AXA et vous verrez comment ça marche le chèque syndical. Ça va se négocier au bistrot. Si c'est ça le financement du syndicat, j'y crois pas trop. Pourquoi vous faites allusion à quoi là? Parce que chèque syndical, vous êtes salarié, on vous donne un chèque que vous remettez au syndicat que vous voulez. Et les syndicats vont le négocier au bistrot. Donne-moi ton chèque, etc. Je te paye un coup à boire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais je sais pas. Regardez en Allemagne. En Allemagne, ça veut dire, je suis membre d'un. Oui, c'est pas ça le chèque syndical. On a sa carte d'un parti et du coup on a d'un syndicat et en face de quoi on a des assurances et des. Non, mais ça n'a rien à voir avec le chèque syndical. Des couvertures santé. Voilà. Ah oui, vous avez des pays où le syndicalisme est obligatoire. Ça c'est autre chose. C'est pas le cas en Allemagne d'ailleurs. Non, là, le chèque syndical c'est autre chose. C'est vous donner potentiellement un chèque que la personne ne peut pas encaisser, bien entendu, le salarié. Et il décide de verser son chèque à tel ou tel syndicat. Voilà. Donc ça se marchande. Moi, c'est un système qu'on a refusé chez AXA. Tout ça dépend un temps comment vous allez mobiliser à l'occasion pour préparer cette riposte à la loi El Khomri. Alors, vous allez dire c'est trop tôt, il y a l'intersyndicale. Ce soir, mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les syndicats puissent s'unir justement dans une contestation d'ensemble, alors qu'on voit bien que ces dernières années, malheureusement, pour obtenir l'adhésion des syndicats sur le sujet. J'ai déjà souligné le fait que il manque qu'un syndicat ce soir, la CFTC. Mais il y a les étudiants, les lycéens aussi qui seront présents à la réunion ce soir. On se demande pourquoi du reste. Comptez sur eux. Parce que à part le fait, ils viennent. Bon, après c'est. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est là? On n'est pas justement en train de basculer dans la mobilisation sociale, syndicale contre. On n'est pas en train de faire de la politique et non pas. Non, attendez, l'UNEF, c'est un syndicat, c'est pas un parti politique, l'UNEF à ma connaissance. Non, mais c'est juste quel rapport avec la réforme du Code du travail? Si, parce que quand vous fragilisez l'emploi, vous fragilisez les conditions d'accès aussi. Mais ceci étant, mis à part la CFTC, tous les syndicats seront présents. C'est quand même pas aussi fréquent que ça. Reconnaissons-le, qu'il y ait des réunions de l'ensemble des syndicats. Et vous en attendez quoi ce soir? Vous en attendez quoi ce soir? Attendez, moi, chacun va devoir s'exprimer, savoir comment on voit bien qu'il y a des syndicats qui ne contestent pas tout, qui en contestent une partie, etc. On va regarder, c'est une première rencontre. Moi, je dis pas qu'il y aura un texte ce soir, j'en sais rien, on va laisser les choses se faire. Mais déjà, le fait qu'il y ait une réunion de tout le monde, c'est déjà à peu près tout le monde, c'est déjà un bon signe. Après, chacun, moi, je pense qu'il faut se mobiliser, il faut pas trop traîner. Je dis pas dans les 8 jours, qu'on se comprenne bien, parce que l'examen au Parlement, c'est début avril. Oui, ça va très vite. Est-ce que justement, on n'est pas en train, toute cette mobilisation n'est pas en train de dévier par rapport à sa ligne originelle? C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, c'était la réforme du Code du travail, et là, il y a un amalgame politique qui est en train de se faire.
Bon, je suis pas dans un amalgame politique, moi je regarde un texte qui, le projet de loi en matière de travail, ouais, c'est sur ce texte-là que l'on discutait, pas sur autre chose, on va pas parler d'autre chose ce soir. Alors il peut y avoir des problèmes par ailleurs, il y en a, en matière de salaire, mais là on est sur le projet de loi dit travail. On est dans un blocage, à vous écouter, on est dans un blocage total là, en tous les cas. Bah, pour le moment, on va voir, le Premier ministre dit va jusqu'au bout, mais ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Mais vous, est-ce que vous êtes prêt d'aller aussi jusqu'au bout? Mais ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Ça veut dire que ce projet de loi, on n'en veut pas. Il faut le retirer. Est-ce que vous demandez qu'on retire? Je dis qu'il n'est pas amendable, alors qu'il faut le rejeter, après les formules, peu importe. Mais attendez, mais pour le moment... Il n'est pas amendable, donc il faut le retirer. Et pour le moment, moi, ce que j'attends aussi, c'est que le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut exactement? Si c'est on n'y touche pas, ça reste comme ça, bah, il utilisera le 49.3, ça sera un beau signe de démocratie. Oui. Ouais. Vous avez eu quoi comme contact avec Myriam El Khomri? Vous discutez avec qui? Vous discutez avec la ministre du Travail? Vous discutez avec le Premier ministre? Vous discutez avec qui? Ou avec l'Élysée? Avec tout le monde. On discute avec tout le monde. Enfin, quand on vous explique 3 jours avant de sortir le texte que non, ça y sera pas, puis que ça y est quand même, vous vous posez des questions quand même. En matière de dialogue social, on a quand même fait mieux. Hein, ou alors c'est une provoque. Est-ce qu'on vous a dupé? Voilà, dupé, moi je m'en fous franchement, c'est pas ça. Mais moi je dis les choses, donc fallait pas nous dire qu'ils allaient pas le mettre. Et en plus, faut bien comprendre que demain, aujourd'hui, quand vous avez un accord, maintenant ça s'appellerait plus des accords de maintien de l'emploi, des accords de développement ou de préservation de l'emploi. Aujourd'hui, un salarié qui refuse, si c'est son droit de voir son contrat de travail modifié, il est licencié pour motif économique. Demain, licencié pour motif personnel. Mais c'est pas simplement sur la question du salaire. Vous pouvez très bien, quand vous rentrez dans une entreprise, dans le contrat de travail que vous négociez, prends l'exemple, moi, d'une personne qui a un enfant handicapé, peut très bien l'employeur accepter qu'elle ait un aménagement de son horaire, par exemple. Bon, demain, tout ça saute. Comme un problème, on était tout à l'heure au téléphone avec un des grands spécialistes des relations sociales qui est Jean-Claude Duquette, qui nous disait le problème de ce texte, c'est qu'on a quand même sanctuarisé un petit peu la fonction publique dans ce texte, dans ce projet de loi de Myriam El Khomri. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Sanctuariser la fonction publique? Oui, c'est-à-dire que c'est surtout les privés encore qui vont éventuellement trinquer. Hein. Oui, mais attendez, c'est le secteur privé et pas les fonctionnaires. Ça touche sur le droit du travail. Le droit du travail et le code du travail, et je suis désolé, il ne s'applique pas à la fonction publique, il s'applique au secteur privé. Alors peut-être qu'ils ont des idées pour la fonction publique derrière. Et qu'on voyait que la CGPME arrive aujourd'hui à cette négociation sur l'assurance chômage en proposant de mettre à contribution aussi les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont déjà à contribution à hauteur de 1% de solidarité. Qu'est-ce qu'on fait par exemple avec ceux qui sont en statut privé dans la fonction publique? Il y en a, tous les contractuels. Il y en aura de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Est-ce que là, l'État, si c'est lui qui les indemnise lui-même, est-ce qu'il les bascule sur l'assurance chômage? Les contractuels le droit privé. La fonction publique, c'est pas le cas. Il y a d'autres solidarités à amener. Nous, par exemple, on n'est pas contre au-delà de, vous savez que les contributions à l'UNEDIC, c'est plafonné à 4 fois le plafond de la Sécu. Qu'au-delà de ce plafond, il y a des contributions spécifiques de solidarité, par exemple, ça nous paraît plus important. Sans pour autant diminuer le plafond et les prestations. La question de la dégressivité des allocs, pour vous, c'est... Écoutez, moi je veux bien, mais ceux qui parlent de ça, d'ailleurs, je ferai remarquer que c'est plus le gouvernement que le patronat. Le gouvernement, il a oublié ce qui s'est passé en 93, voilà, il faut qu'il reprenne ses fiches. On l'a arrêté dans les années 90 parce que ça ne marchait pas. Donc c'est pas la peine de remettre sur le tapis quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une question qu'on se pose, vous venez depuis longtemps ici, Jean-Claude Mailly, donc on s'est toujours posé la question, c'est que finalement, est-ce que le vrai problème pour vous, c'est surtout avec cette inversion des normes, c'est-à-dire que maintenant c'est les accords d'entreprise qui vont prendre... Ça va être un problème clé pour vous, secrétaire général, pour vous, la tête des syndicats, parce que ça va se négocier maintenant. Ce sont ceux qui vont diriger les syndicats au niveau des entreprises, des branches qui vont avoir le pouvoir. Ça ne sera plus au niveau non, vous trompez, Edwige. Non, attendez, on négocie pas tout au niveau interprofessionnel, mais beaucoup des négociations, c'est au niveau des branches. C'est pas le secrétaire général de FO qui négocie au niveau des branches. Donc ça change, vous n'avez pas de perte de pouvoir. Mais non, c'est pas ça le problème. Je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Regardez ce qui s'est fait en Espagne, au Portugal. On a tué les négociations nationales de branche pour renvoyer dans l'entreprise. C'est quoi le constat 2-3 ans après? Un effondrement du nombre d'accords, y compris dans les entreprises, et un effondrement du nombre de salariés couverts par des conventions collectives. Alors si on ne tient même pas compte de ce qui se passe à l'étranger... mais 700 000 emplois en Espagne l'an dernier, on n'avait jamais vu ça. Mais dans quel... c'est la contrepartie. Il y a l'effet base aussi, c'est qu'on vient très très loin. Oui, d'une part, on vient très très loin, c'est loin d'être réglé. Beaucoup d'emplois qui ont été aussi des emplois saisonniers, des mini-jobs aussi. Encore, je vais en Espagne bientôt, et j'en discuterai avec mes camarades espagnols. Merci beaucoup. Merci à vous. En tous les cas, comme ça, on s'est posé toutes les questions. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, était notre invité. On voit que le combat va continuer avec cette réunion ce soir. Dans un instant, donc c'est Good Luck Paris avec Karine Vernet.
Vergnol. Nous, on se retrouve avec Dominique Moisy et Alain Terzian. Donc, on parlera de cinéma et on parlera de politique étrangère. À ce soir, 18h. BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes.